Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur Pan-African Media. À la une de cette édition, les autorités de transition au Niger mettent un terme à la coopération militaire avec l'Union européenne. Incapable de s'adapter au changement climatique, l'Union européenne se voit contrainte de se retirer ou alors de retirer sa mission de sécurité au Niger. Tentative ou coup d'État en Guinée-Bissau sur le clair-obscur dans la capitale Guinée-Bissau. La rédaction de Pan-African Media tente de comprendre ces bruits de bottes au pays de Amilcar Cabral depuis quelques années. C'est tout pour le titre, le développement grand format dans un instant. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Ouvrons cette édition d'information en République démocratique du Congo. La campagne électorale de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain rentre dans sa ligne droite. Les grandes manœuvres entre candidats de l'opposition se poursuivent. Le candidat de l'opposition, Deli Sesanga, se rallié à Moïse Katumbi dimanche 3 décembre. Amou Kistan Imani, depuis Kinshasa, nous en dit plus. Candidat président de lycée Sanga a annoncé son retrait de la course et son ralliement à l'ex-gouverneur du Katanga lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Kinshasa. Pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement. Ce ralliement est un coup dur pour le président sortant Félix Tshisekedi qui espérait que l'opposition serait divisée lors de l'élection. Avec Deli Sesanga, Moïse Katumbi compte désormais 4 candidats de l'opposition derrière lui. Plusieurs observateurs pensent que ce ralliement pourrait donner un avantage à Moïse Katumbi dans la course à la présidentielle. L'élection présidentielle du 20 décembre en RDC est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire du pays. Le scrutin est marqué par une forte division entre le pouvoir en place et l'opposition. Restons en République démocratique du Congo pour dire que le contingent kenyan de plus de 100 militaires de l'EAC a quitté la République démocratique du Congo 3 décembre dernier à destination de Nairobi. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force armée sous-régionale accusée d'inefficacité. Amou Christian, une fois de plus. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a entamé son retrait du Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo dimanche 3 décembre. Les autorités congolaises ont décidé de ne pas renouveler les mandats de cette force régionale qu'elle accuse de ne pas avoir réussi à résoudre le problème pour lequel elle était déployée. La rébellion du 23 qui a repris les armes en novembre 2022 continue de se virer dans la région. La population du Nord Kivu se réjouit de cette décision. Serge Louko, un des jeunes leaders du Nord Kivu, estime que la force de l'EAC n'a pas été efficace et qu'elle a même contribué à la déstabilisation de la région. La présence de ces troupes, comme leur absence, vraiment ne disent absolument rien pour la province du Nord Kivu. Parce que quand elles étaient là, ces troupes, elles étaient toujours en collaboration étroite avec le rebelle du 23, mais que nombreux ne savaient pas. En tout cas, la seule mesure à prendre, surtout par le gouvernement, c'est d'appuyer les Ouazalendo et nos FARDC. Le gouvernement de la RDC a annoncé qu'il allait déployer une nouvelle force militaire de la SADC dans le Nord Kivu pour faire face à la rébellion du 23. Mais la mise sur pied de cette force évoquée depuis le mois de mai ne s'est jusqu'à présent pas concrétisée. Quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest et nous avons une note d'information dans cette édition pour parler justement de la défaillance sécuritaire au Nigeria. Un drone de l'armée nigériane a accidentellement tué au moins 85 civils dimanche 3 décembre dernier dans un village de l'état de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria. Selon les sources officielles, cette frappe constitue l'un des bombardements militaires le plus meurtrier du pays. Le président Bola Ahmed Tinubu
Tinubu a également ordonné mardi l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ses drones visant des troupes armées avait accidentellement frappé le village de Tundumbiri, dont les habitants célébraient une fête musulmane. L'armée n'a pas donné de chiffres sur les victimes, mais des habitants ont déclaré que 85 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, avaient été tuées. Les forces armées nigérianes ont souvent recours aux frappes aériennes dans leur lutte contre les milices des bandits dans le nord-ouest et le nord-est du pays, où les djihadistes se battent depuis plus d'une décennie. Ce conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009. Le président Tinubu qualifie l'incident de très malheureux, troublant et douloureux et exprime son indignation et son chagrin face à la perte tragique des vies nigérianes, a déclaré la présidence dans un communiqué. En Mauritanie, le verdict de Mohamed Ould Abdel Aziz est connu. Un tribunal de Nouakchott a condamné lundi 4 décembre à 5 ans de prison ferme l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, jugé depuis janvier 2023 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. M. Aziz répondait depuis le 25 janvier avec 10 autres personnalités, dont 2 anciens premiers ministres, d'anciens ministres et des hommes d'affaires, de chefs d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. La Cour, justement, n'a retenu contre lui que l'enrichissement illicite et le blanchiment. La Cour a ordonné également la confiscation des biens acquis par des agissements tombant sous le coup de ces 2 qualifications et prononcé la déchéance de M. Aziz de ses droits civiques. Mohamed Ould Abdel Aziz a accueilli le jugement sans dire un mot. Restons en Afrique de l'Ouest, nous le disons en titre, la Guinée-Bissau a à nouveau plongé dans les bruits de bottes. Coup d'État ou tentative, l'on s'interroge ce soir. Néanmoins, hier lundi, dans la soirée, les militaires sont allés se positionner devant les médias nationaux. Plus de précisions dans ce reportage. Les bottes font trop de bruit depuis quelques années dans les artères du pays natal de Amilcar Cabral. La capitale de la Guinée-Bissau est actuellement plongée dans un climat d'incertitude et de confusion. Initialement, les événements semblaient concerner une opération d'arrestation ciblant 2 hauts fonds assises de malversation. Toutefois, la situation a pris une tournure inattendue avec le retour du président Umaro Sissoco Embalo d'un voyage à l'étranger. Lors de son intervention, il a évoqué une clarté troublante, une tentative de coup d'État. Cette déclaration a radicalement changé la perception des événements récents, soulevant des questions sur la stabilité politique du pays et les motivations réelles derrière les arrestations initiales du ministre des Finances, Souleymane Seydi, et le secrétaire d'État au Trésor, Antonio Monteiro, était en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des présupposés retraits irréguliers de 10 millions de dollars américains. C'est la 2e fois que le président Umaro Sissoco Embalo dissout le Parlement depuis qu'il est arrivé au sommet de l'État en 2020. Suite à des blocages politiques, il avait déjà interrompu le mandat de la 10e législature en mai 2022. Dans un communiqué publié lundi 4 décembre, la présidence bissau-guinéenne annonce la dissolution de l'Assemblée nationale populaire. La dissolution du Parlement entraîne également la fin des fonctions du Premier ministre et du gouvernement. Selon le texte, les événements de 30 novembre et 1er décembre ont été la principale raison ayant poussé le président Umaro Sissoco Embalo à prendre cette décision. En rappel, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui contrôlait le Parlement dissous, dirigeait également l'équipe gouvernementale. Le président accuse la majorité parlementaire d'avoir couvert des actes délictueux au sein de l'appareil gouvernemental. Les citoyens et observateurs internationaux attendent maintenant des éclaircissements sur la nature exacte des événements et leur implication pour l'avenir politique de la Guinée-Bissau.
Au Niger, 6 mois après la dénonciation du contrat entre l'Union européenne et le pays, les autorités de transition mettent définitivement un terme à la coopération militaire qui les lie. Selon le gouvernement, l'Union européenne est incapable de s'adapter au changement climatique, au changement politique dans le pays. Plus de détails dans ce reportage. Les relations entre le Niger et l'Europe n'ont de cesse de se dégrader. Il y a quelques jours, l'État a mis fin au contrat de la société française Veolia qui exploite l'eau potable au Niger à travers la société d'exploitation des eaux du Niger. Cette rupture de contrat s'est traduite par la nationalisation des actifs de Veolia par le nouveau pouvoir nigérien ainsi que la réappropriation des ressources nigériennes au bénéfice de la population locale. Dans le même siège, le gouvernement du Niger a annoncé le 4 décembre 2023 la dénonciation de l'accord entre la République du Niger et l'Union européenne relatif au statut de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger. Cette dénonciation, qui prendra effet 6 mois après sa notification, met fin à la mission de formation et d'appui de l'Union européenne au Niger dans la lutte contre le terrorisme. L'Union européenne, incapable de s'adapter aux changements politiques, se voit contrainte de retirer sa mission de sécurité au Niger. Le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré le mardi 5 décembre que l'Union européenne regrettait la décision prise par les autorités du Niger de dénoncer l'accord relatif à la mission UCAP Sahel. L'Union européenne en tirera les conséquences opérationnelles qui s'imposent. À titre de rappel, près d'un mois après le renversement du président Mohamed Bazoum, les militaires ont ordonné à Sylvain Ité, ex-ambassadeur, de quitter le territoire nigérien sous 48 heures et a annoncé leur décision de lui retirer son agrément. Dans une lettre du ministère des Affaires étrangères nigérien, envoyé au Quai d'Orsay, les nouvelles autorités du Niger justifient cette demande par le refus de l'ambassadeur de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien et par d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Avant de mettre un terme à ce journal, allons hors des frontières africaines et reparlons justement dans ce journal de la mort de l'heureux député Michel Rivasi, décédé à Bruxelles le 29 novembre 2023, alors qu'elle se rendait au Parlement dans le cadre de son enquête sur le vaccin du coronavirus. Morte de crise cardiaque ou alors suicide volontaire, à suivre dans ce journal. L'étau se resserre sur la présidente de la Commission de l'Union européenne. Ursula von der Leyen semble être la première suspecte de l'heureux député Michel Rivasi. Décédé à l'âge de 70 ans, l'eurodéputé enquêtait sur le scandale von der Leyen-Pfizer et juste au moment où elle s'apprêtait à présenter toutes les preuves qui incriminent von der Leyen. Tel un couperet, la Colombo des circonstances a ravalé sa langue. Elle est décédée d'une crise cardiaque à Bruxelles alors qu'elle se rendait au Parlement européen où elle préparait un vaste dossier sur le scandale impliquant la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lié à ses contacts confidentiels avec Pfizer. Concernant la fourniture du vaccin contre Covid-19, Rivasi ne s'était jamais plaint de problèmes cardiaques auparavant. Elle était un ardent défenseur de la transparence financière et défendait l'idée selon laquelle toutes les informations de la Commission européenne sur l'achat de vaccins devraient être mises à la disposition du grand public. Par ailleurs, elle était engagée dans la bataille contre l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, contre les pesticides tels que le glyphosate, pour la protection de la biodiversité et pour la transparence. L'ancienne députée de la Drôme avait plusieurs fois créé la polémique pour ses prises de position critiques sur la vaccination. Elle était l'une des seules à s'opposer au diktat européen lors de la crise sanitaire du coronavirus. Elle avait déploré l'absence de levée brevet afin de vacciner les pauvres pays d'Afrique et souhaitait activer l'article 122 du traité de Lisbonne pour permettre la réquisition des stocks dans les usines européennes qui produisent les vaccins. À l'annonce de son décès, l'opinion internationale a tout fait de croire que la cause de sa mort serait l'œuvre orchestrée de ceux qui ne supportaient pas ses prises de position vis-à-vis de l'Occident.
Mesdames, Messieurs, c'est ici donc que prend fin cette édition d'information sur votre chaîne Pan-African Media. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.